Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs et de gestionnaires. Le stress, la pression et la difficulté à demander de l'aide. Notre invitée, Marie-Josée Simard, est spécialiste en compétences de gestion, notamment la gestion du stress. Elle accompagne ceux et celles qui veulent retrouver un équilibre et raviver leurs étincelles. Donc, avec elle, on découvre comment renaître ou reconnaître les signes d'épuisement. Et surtout, comment aller chercher du soutien avant qu'il ne soit trop tard. Marie-Josée, bienvenue à Fibre E Extra. Bonjour. J'en ai dit pas mal, mais tu es une spécialiste en gestion de stress comportemental ou en tout cas, c'est large ce que tu fais là. Tout à fait. Bien, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les individus, les entreprises dans le développement des compétences de gestion. J'aime beaucoup travailler avec les gestionnaires. J'ai été moi-même gestionnaire une bonne partie de ma vie. Et ça permet de mieux comprendre après comment intervenir avec eux, comment ils vivent leur réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux qu'ils rencontrent, c'est quoi les impacts qu'ils ont dans leur vie. Et j'ai développé une spécialisation dans le développement, particulièrement la gestion du stress. Quand on parle de gestion de stress, là, on va en parler tantôt, là, mais toi, ce qui t'a amené à ça, c'est que tu étais dans le domaine de la santé. Et tu as été, quoi, une trentaine d'années dans le domaine de la santé? Tout à fait. Tu étais infirmière de profession. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on part d'infirmière de profession dans un réseau aussi magnifique que le nôtre pour finalement partir dans le privé, dans la gestion de stress? Qu'est-ce qui a fait le balancement ou qu'est-ce qui est arrivé? À travers mes années comme infirmière, j'ai été plus de la moitié de ma carrière comme gestionnaire aussi à différents paliers. Et j'ai découvert qu'il y avait des choses qui se passaient dans notre travail qui avaient beaucoup, beaucoup d'impact sur notre santé physique et sur notre santé mentale. J'ai été amenée à plusieurs reprises, notamment à remplacer des collègues qui partaient pour une certaine période en raison d'enjeux de santé mentale. Et ça m'a amené à me questionner, à me dire qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui fait en sorte que moi, qui ai la même charge de travail qu'eux, je me retrouve pas dans le même état qu'eux. Et là, je me suis mis à apprendre un peu plus sur... Je suis tombée, en fait, sur le livre de Sonia Lupien qui s'appelle « Par amour du stress » et qui a été très révélateur pour moi, qui m'a montré comment fonctionnait le stress d'abord et avant tout, mais aussi qu'est-ce qui faisait en sorte que, au fil des années, j'avais développé certaines choses qui me préservaient, qui ont fait en sorte que j'ai pu maintenir le cap et me donner la chance de pouvoir continuer à travailler au quotidien sans nécessairement me retrouver plongée dans un état d'épuisement professionnel ou de dépression. Alors ça a été très révélateur pour moi, puis je me suis mis à me renseigner davantage, à étudier dans le domaine. J'ai fait des cours en neurosciences. Et après ça, je me suis dit, bien, il ne faut pas que je garde toutes ces connaissances-là pour moi. Il faut que je fasse profiter ça le plus possible au plus d'entrepreneurs et gestionnaires possible. Dirais-tu que le stress est probablement l'ennemi numéro un de l'entrepreneur? Je dirais pas que le stress est l'ennemi numéro un de l'entrepreneur. Puis, j'apporte une nuance ici parce qu'on voit beaucoup le stress, de par la question que vous venez de me poser, comme étant négatif. Le stress n'est pas nécessairement négatif. Le stress devient négatif à partir du moment où on ne sait plus comment dealer avec. On ne sait plus comment l'utiliser. Parce que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer cette émission-là et on a chacun du stress. Vous avez votre niveau de stress actuellement que vous vivez et j'ai mon niveau de stress que je vis. Et ce niveau-là est dans une zone tout à fait acceptable et pour vous et pour moi, qui fait en sorte qu'on est capable de vivre avec, puis je vous dirais même qu'on en a besoin. Parce que c'est ce petit niveau de stress-là qui va nous donner la petite dose d'adrénaline qu'on a besoin pour être alerte, pour échanger, pour répondre rapidement aux questions. C'est où que ça devient
En fait, c'est où que ça devient difficile de déterminer que le niveau de stress que j'ai n'est pas le bon ou du moins peut être dangereux, là. Il y a un signe avant-coureur, là. On le sait comment? Bien, en fait, si vous et moi, le stress qu'on vit présentement devenait quelque chose qui se répète minute après minute dans notre journée et que jour après jour, on vivait ce stress-là continuellement, c'est là où ça devient dangereux. C'est quand le stress n'est pas périodique, en fonction de certaines périodes qu'on vit dans la journée. Puis ce stress-là, on peut l'associer à ce qu'on vit. Mais quand il est continuel, c'est là que ça devient... Exactement. La réaction biologique de stress, on a tous cette réaction biologique-là dans notre corps et elle est faite pour répondre à un stress aigu. Okay. Elle est faite pour répondre à une situation inattendue qui met notre vie ou notre survie en danger. Sauf qu'avec l'évolution de l'homme, les agents stresseurs ont changé, évolué dans le temps. Et maintenant, on se retrouve confronté à des situations au quotidien qui font en sorte qu'on se retrouve dans un état où on a l'impression que notre survie est menacée. Okay. Et quand on est dans cet état-là, il y a une réaction biologique qui s'installe automatiquement pour répondre à cet enjeu-là présent, pour nous préserver, pour s'assurer qu'on puisse soit combattre ou fuir l'événement stresseur. OK. Là, je suis entrepreneur. Oui. J'ai une cinquantaine d'employés. Je veux m'assurer, c'est fictif. Et là, je veux m'assurer que tout le monde est bien. Alors souvent, comme entrepreneur, quand tu es à la tête d'un groupe ou d'une équipe, d'une entreprise, c'est important, les gens se fient sur toi. C'est toi qui es le capitaine du bateau. Et c'est important que tu emmènes le bateau dans la bonne direction. Et tu dois inspirer une confiance. Faut que les gens aient confiance en toi. Puis tu ne peux pas te permettre d'avoir une faiblesse parce que devant ton groupe, parce que ça pourrait insécuriser certaines personnes dans le groupe. Donc, tu tiens le fort le mieux que tu peux. Et là, tu arrives dans ta voiture le soir, et là, tu reviens vers la maison, et tous tes soucis t'accompagnent, mais tu es seul, là, à bord, là. Là, on a expliqué un peu, mais j'essaie de voir comment la personne, à un moment donné, peut dire « Écoute, attends une minute, là, j'en ai trop. » là. Si on ne consulte pas, puis on pense toujours qu'on est invincible, puis ça va aller mieux demain, j'ai mal dormi hier, ou le repas peut bien passer ce midi. C'est tous des signes avant-coureurs aussi. Là. Tout à fait. Il y a plusieurs, vous en avez nommé certains, il y a des impacts à être un entrepreneur, un gestionnaire d'une équipe, que ce soit d'une petite ou d'une grande équipe. Hein? Il y a toutes sortes d'imprévus qui se passent. On est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes actuellement et ça a des répercussions, oui, à haut niveau, mais de plus en plus, on se rend compte là, qu'il y a des impacts aussi sur des petites et moyennes entreprises. Alors, tous ces événements-là font en sorte, en plus, avec toute la pression qui est demandée aux gestionnaires, bon, de bien s'occuper de son équipe, d'avoir l'air toujours en contrôle. Toutes ces demandes-là vont faire en sorte qu'on va avoir une exigence qui nous demande continuellement d'être performants, de ne pas laisser voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qui se passe. Et effectivement, quand on se retrouve dans une période où on revient à la maison, on se retrouve dans une période où il y a un peu moins de stimulation autour de nous, là, c'est le moment où on va continuer à penser à tout ce qu'on a vécu dans la journée parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire dans la journée. Parce que souvent, on a éteint des feux à gauche, à droite toute la journée. Puis le seul moment de la journée où on est capable de prendre le temps de penser à ce qu'on a vécu ou de prendre le temps de réfléchir à un projet, c'est en fin de journée. Et là, ça fait en sorte qu'on n'est jamais au repos. Ça fait en sorte que notre cerveau n'a pas cette période un peu de repos. Vous savez, quand on s'entraîne, on fait de la musculation, on fait de l'exercice physique. À un moment donné, tu ne peux pas faire des poids et haltères pour tes biceps continuellement à tous les jours. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu laisses la chance à ton muscle de se reposer. C'est comme ça qu'il va, en récupérant, prendre des forces puis être plus performant la prochaine fois. On ne fait pas ça avec notre cerveau. On a tendance à ne pas faire ça, non? Parce qu'on est dans une société actuellement où on a l'impression que si on est au repos, on ne fait rien. Si on est au repos, on est un peu paresseux.
Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont présentes actuellement dans notre société qui amènent les gens à tout le temps être en train de... On est toujours en mode performance? En mode performance et stimulation. OK. Aussi. Si on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre notre téléphone cellulaire puis on va scroller dessus. OK. Quand on est là-dessus, notre cerveau n'est pas au repos. Alors, un entrepreneur a besoin d'avoir des périodes justement pour lui permettre de mettre son cerveau au repos. Puis c'est pas juste les entrepreneurs, c'est tout le monde. Et c'est correct aussi de le faire. Tout à fait. C'est sain de le faire. C'est tout à fait... Ouais. Pour la personne et pour les gens qui l'entourent aussi. Oui, parce que quand on ne prend pas ce temps-là, il y avait il y a une étude qui a été faite, des statistiques qui sont sorties par l'Association canadienne de la santé mentale et la BCP, la Banque... peu importe l'acronyme, il ne me vient pas tout de suite comme ça, mais cette étude-là a démontré que 62 des entrepreneurs disent vivre de façon récurrente à toutes les semaines des situations stressantes à un point tel que ça impacte leur santé mentale et surtout que ça impacte leur capacité à travailler. Et leur santé physique, par le fait même. Et leur santé physique. Évidemment, on ne peut pas avoir d'impact sur notre santé mentale sans avoir d'impact sur notre santé physique. C'est souvent, d'ailleurs, moi, ce que je fais avec les gens, quand les gens viennent me voir puis qu'ils me demandent comment ils peuvent savoir qu'ils ne vont pas bien au niveau de la santé mentale, moi, je leur demande tout le temps, comment va ton sommeil actuellement? Les signes physiques sont des signes qui nous permettent de savoir dans quel état on est au niveau mental. Alors, est-ce que tu manges? Est-ce que tu arrives à manger? Comment va ton système digestif? Est-ce que tu arrives à combattre les petits virus qui se présentent dans ta vie? Parce que c'est tous des systèmes qui sont affectés par un stress chronique. Ça va ralentir ces systèmes-là, le stress chronique. On pourrait aller plus loin dans les explications, mais ce n'est pas ça le but de l'entrevue aujourd'hui. Alors, ça fait en sorte que quand on est capable de se rendre compte qu'on a de la difficulté à dormir, qu'on digère moins bien, qu'on est une petite bébite à virus... Il faut penser à consulter. Il faut penser à consulter, mais il faut d'abord penser à prendre des actions. Oui, c'est ça, exact. C'est surtout ça en premier qu'il faut faire. Mais moi, ce que je me rends compte, là, c'est que c'est un sujet palpitant. On t'a invité une première fois, on va être obligé de te réinviter une deuxième fois parce qu'il y a plein d'autres questions qui me viennent en tête et le temps file. Il est clair que quand on vit une situation comme les entrepreneurs vivent souvent, c'est de prendre conscience, de réaliser qu'on est rendu là et qu'il n'y a pas de mal à ça, mais pour notre bien-être et pour les gens qui nous entourent, bien, il faut poursuivre dans la même direction pas dans la même direction, mais il faut arrêter ce cycle-là, oui. Puis il faut le changer. Tout à fait. Josée, merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt pour Avec la grand suite. plaisir. Merci à toi. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe vos besoins, peu importe vos défis, le service aux entreprises des affluents est là pour vous. Votre allié et partenaire pour faire grandir les compétences de vos équipes. Le SAE, c'est une équipe engagée, agile et à l'écoute, prête à vous offrir des formations sur mesure adaptées aux besoins uniques de votre entreprise. Le SAE est là pour vous, avec vous. Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E.
Bienvenue à Fibre. Passionné de skateboard depuis son adolescence, Martin Richard a obtenu son diplôme en design graphique au Collège Salette de Montréal. Puis, il a œuvré plus de 10 ans dans diverses agences avant de fonder sa propre entreprise en 2013, le groupe Fanatic. En 2020, c'est avec sa fille qu'il a fondé une autre compagnie, Colorblind Skateboard. On les reçoit tous les deux. On a demandé à Naila et Martin. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Naila, on te connaît un peu plus parce qu'ici, à ma TV, tu fais quelques bulletins aussi, donc quelques reportages et tout. Donc, tu as pu savoir, mais je ne savais pas ce côté-là de toi, qui est la fibre entrepreneuriale, et avec ton père, où vous avez fondé Colorblind. Parlons, Martin, un peu de toi. Au départ, tu es un graphiste, tu es dans le monde des communications ou... Oui, bien, j'ai travaillé en agence. Je suis designer graphique, dans le fond. J'ai travaillé en agence. Par la suite, j'ai décidé de fonder mon propre petit studio de design avec ma conjointe, dans le fond. Puis, et de là, c'est là qu'il y a la pandémie qui est arrivée, tu disais. Oui, c'est ça. Bien, on avait, tout a arrêté. Tout allait bien. On avait des contrats. On travaillait avec les Alouettes de Montréal, avec plusieurs grosses entreprises, surtout en événementiel. On faisait surtout des musées, le Zoo Eco Museum. Et puis la pandémie est arrivée, puis tout a planté. Tout a basculé, oui, Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu te demandes, à part les 4 murs à la maison, à un moment donné, tu te dis, écoute, on va faire quelque chose. Et tu es un amateur de skateboard depuis que tu es tout jeune, toi. Oui, je fais du skateboard depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Ah ouais? Oui. OK. Bon, donc tu es un grand amateur. De ton côté, Naila, tu étais aux études, évidemment. Oui. Tu es jeune, tu es toute jeune et tu as terminé un bac, toi, de ton côté, en quoi? Journalisme. En c'est journalisme. ça. J'ai terminé en 2025, puis là, c'est comme ça que je suis rentrée à TVRM. Puis avec mon père, il m'a montré sa passion du skate et sa passion du design. Fait que là, c'est comme ça qu'on a créé Colorblind. Je l'aide à faire les designs. Puis je fais un peu de skate, mais je suis pas autant bonne que lui, ça, c'est sûr. Là. OK. Donc, c'est vraiment des amateurs de skate. Vous avez cette passion-là qui vous habite. Donc, c'était quoi le but de Colorblind? C'était pour vous autres de vous lancer dans l'entrepreneuriat et tous les deux, en plus, tu avais la même passion, toi, de ton côté? Ou... Oui, bien, c'est sûr que j'aimais ça, tout ce qui était entrepreneuriat. J'ai fait une catégorie à l'université en entrepreneuriat. Puis, quand il m'a dit, ça me tente de créer quelque chose père-fille, ensemble, puis qu'on pourra faire, c'est surtout les dessins que moi, j'aime faire. Donc, quand il m'a dit, go, on le fait, j'ai embarqué, puis je l'ai aidé. Mais c'est sûr que lui, il connaît tous les détails du skate, les matériaux, comment ça fonctionne, le marketing pour le skate. Il connaît les gens dans le domaine. Fait que lui, c'est plus cette fibre-là qu'il connaît. Puis moi, c'est peut-être l'autre côté avec les jeunes, tu sais, dans le monde du skate, les couleurs, c'est quoi les styles de design qui intéressent plus les gens. C'est peut-être un peu plus les gens un peu plus vieux. Fait qu'on a comme les deux côtés de la médaille pour attirer plus de personnes. C'est un peu ça aussi... on s'appelle, notre slogan, c'est All the Same, parce qu'on est capable de rejoindre tout le monde avec différents styles. Ça peut rejoindre tout le monde. OK, c'est génial. Puis c'est un domaine qui est plus fermé ici au Québec, où c'est facile de voguer dans ce monde-là? Bien, c'est sûr qu'ici, c'est quand même assez difficile parce qu'en partant, on a l'hiver. OK. L'hiver, il y a juste quelques parcs de skate intérieur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup encore. C'est comme un temps mort. Il y a le Taz à Montréal, il y a le Spin sur la rive sud. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait pour les jeunes, les tout-petits aussi, c'est difficile de demander à papa et maman de tout le temps les apporter au parc à Montréal ou quelque chose du genre. Fait ici, c'est très fermé à cause de l'hiver, dans le fond. Okay. Mais l'été, il y a plein de monde en skate. En plus, ils n'arrêtent pas de construire des parcs partout, des super beaux parcs. Oui, des inaugurations. Mais aussi un peu moins de brands québécois. Oui, il y a beaucoup moins de marques québécoises. C'est pour ça qu'on voulait partir mondialement. Ouais. Là, toi, tu avais déjà ton agence de pub de ton côté qui a comme ralenti. Et tu as décidé de partir un projet avec ta fille. Déjà, au départ, c'est un beau projet. C'est le fun que vous soyez tous les deux là-dedans. Vous êtes beaux à voir parce qu'on sent la passion qui vous habite tous les deux. Donc, vous aviez des forces complémentaires pour être capable de structurer cette entreprise-là. Mis à part ça, tu avais cette fibre entrepreneuriale-là en toi? Est-ce que tu t'es toujours vu comme un entrepreneur? Oui puis non. Oui, j'aime ça, mais je me sens plus comme la personne qui reste dans le bureau en arrière puis qui gère tout et puis qui fait les designs et qui fait... J'aime pas être comme à l'avant, en avant-plan et puis... on est complémentaires. Moi, ça me dérange pas. Je suis comme un peu le porte-parole. Quand on fait des événements au Jackalope ou même à Grande Tribu ici, c'est moi qui s'en va faire des vidéos, qui va parler avec les gens. Mais lui, il est toujours là pour choisir, OK, bien, on le place comme ça. OK, cette année, on fait ces modèles-là, on fait cet catalogue-là. Lui, il décide un peu de tout ce qui se passe en arrière, puis moi, je fais... Tu proposes à l'avant. Oui, c'est ça, exact. Bien, c'est bon.
Bon, Mais on toi, se complète bien les deux. C'est ça que tu voulais, là? C'est ce Oui. OK. Oui. Tu préfères ça qu'elle Oui, soit à oui. l'avant. Moi, je préfère que toi. rester à l'arrière. T'es plus dans l'ombre. puis, T'aimes ouais. plus être dans l'ombre, là. Puis, tu sais, j'ai la chance d'être designer graphique. Alors, pour faire les dessins des skateboards, les catalogues, la publicité et tout, je m'amuse comme un petit fou, là, parce que j'adore ça. Là. C'est comme mes deux passions combinées ensemble. Fait que, Là, ça fait combien de temps que tu es parti ça, non? 2020. 2020 quand même. Donc, Ça fait 5 ans. Et il y a 5 ans là, que c'est échelonné. Là, sur, donc, depuis la date de l'entrevue d'aujourd'hui. Mais il reste que, de votre côté, est-ce que c'est quand tu regardes les années qui ont passé, est-ce que c'est le chemin que tu voulais parcourir? T'es-tu là où tu voulais être? Bien, oui et non. Oui, parce que, tu sais, je vois qu'on est en train de grossir quand même presque mondialement. Là. On commence à être distribué un peu en Australie. On est en train de faire des tests un peu partout dans le monde. On est rendu avec une douzaine d'athlètes partout dans le monde. On a en France, on a en Autriche, on a au Mexique, aux États-Unis. Des gens qui utilisent vos skates pour faire leur compétition et que vous commanditez. Mais il faut savoir que ça vient de beaucoup de travail. Là. Ils se lèvent genre à 4 heures du matin à chaque jour pour pouvoir aller parler avec ces gens-là parce que c'est un peu partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a même une qui est venue ici. Les heures sont pas pareilles. Même avec les distributeurs, il faut qu'ils parlent avec des gens qui viennent de l'Asie. Donc, il faut, à tous les jours, là, ils se lèvent à cette heure-là puis ils travaillent sur Colorblind pour faire ça. Aussi, ma conjointe nous aide beaucoup dans Colorblind aussi. Puis les trois, on a des emplois à temps plein en plus. Là. Fait, OK. C'est ça, on travaille énormément. Sécuriser les revenus familiaux, évidemment, il ne faut pas se fier sur Colorblind actuellement. Non, pas du tout. Fait que c'est un passe-temps qui pourrait devenir éventuellement... C'est ce qu'on rêve, c'est ce qu'on espère. OK. On participe à plusieurs événements, puis à chaque événement, on vend de plus en plus. Puis les gens nous connaissent de plus en plus. Il y a même des personnes qu'on va dans la rue à Montréal, puis ils ont un de nos skates, puis on est comme, je sais même pas c'est qui cette personne. Tu sais, ça veut dire qu'à un moment donné, on vendait des trucs au magasin, ils sont venus l'acheter, puis là, ils ride nos skates. C'est le fun à voir, tu sais, c'est super gratifiant, mais en même temps, on se dit, OK, mais ça marche, là, les gens, ils aiment ça. Puis on en voit de plus en plus, puis on les connaît même pas, ces gens-là. Puis grâce à nos 12 athlètes partout dans le monde, mais ça fait en sorte qu'on commence vraiment à être connus partout dans le monde. Il y a même des endroits où on est plus connus qu'ici. Puis mon côté journalistique fait en sorte que je fais des entrevues avec eux, avec tous ces riders-là, pour pouvoir promouvoir notre compagnie. Puis ça montre un peu qu'on est bien business. Quand on regarde les années qui ont passé, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Oui. Tu sais, comme je disais tantôt, je préfère être le gars qui reste en arrière, qui fait les designs, tous ces trucs-là. J'ai beaucoup de difficultés à prendre mon stock puis aller le vendre. Aller voir les boutiques, aller cogner aux portes, aller bûcher pour dire non, mes produits sont vraiment super, essayez-les. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je suis pas vendeur. Hein? Mais les portes sont difficiles à ouvrir aussi au Québec. On se bat contre toutes les grosses compagnies américaines qui existent depuis les fin des années 70, début des années 80. Mais c'est un produit qui est quand même fabriqué au Québec, là. Assemblé au Québec. Oui, bien, notre produit, il est designé au Québec. Oui. Mais on a plusieurs usines qui fabriquent nos produits un peu partout dans le monde. Tout dépendamment de ce qu'on a de besoin. Mais au tout début, on les faisait faire complètement ici, mais après ça, comme tu as dit, ils ont choisi de faire des boards de plus grosses compagnies parce que nous, on était trop underground, trop petits. Ils ont préféré prendre du stock en gros parce que nous, on ne pouvait pas en faire des milliers et des milliers non plus. Oui, puis aussi, il y a certains produits qu'on veut utiliser dans nos planches que seulement les usines en Asie fabriquent ça. Fait qu'on n'a pas le choix. On essaie d'être économique puis pro-environnement. On fait du dropshipping, donc on a fait affaire avec des compagnies qui font en sorte que quand on achète un matériel, ils prennent l'usine la plus proche, puis c'est là qu'ils la font faire. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser plein de matériaux. Mais ça, c'est toi qui l'as trouvé, tu as fait les recherches pour. Dans le fond, tous nos vêtements, c'est son travail en dropshipping. Fait que peu importe la personne est où dans le monde, moi, je reçois la commande, l'usine la plus près reçoit la commande, et puis fabrique à la pièce et l'envoie au client directement. Fait qu'il n'y a pas d'entrepôt chauffé rempli de stock pour rien. Il y a pas... le produit, il ne part pas d'une place pour venir à une autre place, pour retourner à une autre place. Il part direct. Il peut être expédié directement. C'est ça, directement de l'usine chez le client. Ça, c'est pour tout ce qui est vêtements. Mais ça, toi, tu as trouvé ça parce que tu as fait des recherches. Oui, c'est ça. OK. Donc, les produits utilisés aussi, là, quand on parle de développement durable, tout le volet environnement et tout ça est important pour vous autres. Là. Oui, on essaye le plus possible là, d'être bon pour l'environnement. C'est on ça. essaye comme on peut. OK. Qu'est-ce qu'on souhaite à Colorblind pour la suite des choses? Bien, tu sais, moi, mon rêve, c'est vraiment
que la marque soit connue partout dans le monde. Okay. Là, on a la chance d'avoir Emilia Jeddah, une Mexicaine qui habite à Mexico, qui se bat pour une place aux Olympiques en 2028. Fait que si elle parvient à aller aux Olympiques en 2028, elle va skater aux Olympiques avec notre planche. OK. Fait que ça va donner un bon coup de main en visibilité et tout. Mais ce qu'on rêve vraiment, c'est d'être reconnu mondialement. Et puis... de s'affilier avec des gens, soit d'ici ou d'ailleurs, mais on aimerait ça, là, pouvoir avoir plus de personnes avec nous dans ici, le projet, aussi. puis pouvoir être plus gros, là, puis on a, avoir plus de temps. On a une couple d'autres projets aussi qui sont comme en démarrage, qu'on pense peut-être essayer de partir en même temps, là, complémentaire à Colorblind Skateboard. Vous faites partie de la Chambre de commerce. Vous êtes membre à notre Chambre de commerce dans la région et vous êtes finaliste dans 2 catégories au Gala Fusion. Ça vous fait quoi d'être finaliste comme ça? C'est bizarre. Oui, c'est moi qui ai appris la nouvelle en premier. Fait que je l'ai appelé puis j'ai dit hey, on est finaliste. Puis il était comme ben non, c'est pas vrai. J'ai dit ben oui, c'est vrai. Il était comme ben non, j'y crois pas. Il était vraiment comme tu savais pas comment le prendre parce que tu étais content, mais en même temps tu disais ben c'est pas vrai, ça se me sentais pas. un peu comme un imposteur. Ah oui? Oui, parce que tu sais, moi je suis tout le temps, tu sais, moi je me lève comme elle a dit, je me lève à 4 h le matin, je m'en vais en arrière de mon ordi. Tu sais, je suis comme un... comment je pourrais dire? Tu sais, j'ai ma routine, là. Ouais. Tu sais, je fais telle affaire à telle heure, telle affaire. Fait que là, j'ai fait comme... OK, mais pourquoi nous? On n'est pas beaucoup connus ici, on est plus connus ailleurs dans le monde. Fait que je trouvais ça un peu... Que chez vous. Oui, c'est ça. Alors, cette reconnaissance-là, à un moment donné, il faut que ça vienne quelque part. Ben oui, c'est il ça. faut qu'il y ait un début quelque part. Puis si tu veux vendre chez vous, puis d'être connu, oui, à l'étranger, c'est merveilleux, mais que l'entreprise puisse vendre aussi ses produits, puis que les Québécois et les Québécoises puissent en profiter s'ils sont amateurs de ces produits-là. C'est beau de vous voir les 2 entrepreneurs comme ça. C'est le fun parce que vous vous complétez bien. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, à l'entreprise pour la suite? Bien, c'est ça. Moi, j'espère que ça va être plus grand, mais au Québec, puis que les gens nous connaissent plus ici. Comme j'ai dit, on a besoin des gens comme nous qui vont nous comprendre, qui vont venir nous aider à faire ça plus grand. Mais sais-tu... Quand on voit des histoires d'entrepreneurs, puis on en voit beaucoup ici à Février, là, mais des histoires d'entrepreneurs comme ça, même des gens à la maison qui disent « Écoute, j'aimerais ça partir quelque chose avec mon fils ou ma fille et tout ça », mais c'est beau de voir les 2 ouverts comme ça, puis avoir autant de passion pour quelque chose qui vous captive comme ça. Alors, je vous souhaite longue vie à Colorblind. Bien, merci beaucoup. Et que ce soit des Colorblind partout, là. Oui, ça serait le fun. Oui, surtout au Québec, là, ça serait le fun qu'on puisse être dans toutes les boutiques. Oui. Hey, merci d'avoir été à l'émission. Merci. Merci à vous 2.